nous avons ce soir quelqu'un qui connaît très bien les sujets et qui est en plus travaille dans les négociations de Genève que tout le monde entend. Donc nous allons être ravis d'entendre peut-être les dernières nouvelles si Randa veut bien nous donner. Donc ce soir nous avons Randa Kassis avec nous, ex-journaliste, mais qu'est-ce que je dirais, que bon, militante pour la cause syrienne, et que bon, elle a assez bien de, je ne vais pas citer toutes les associations qu'elle a fondées, mais Randa nous fait l'honneur ce soir d'être parmi nous, et je ne vais pas être long parce que bon, le sujet est assez c'est-à-dire intéressant pour tout le monde, et que on va laisser tout le monde poser les questions qu'il veut. Bon, je vais tout de suite laisser la parole à Randa, qui va faire un petit résumé, pas très développé, mais elle préférait avoir vos questions et vous répondre directement. Que ce ne soit pas un professeur qui donne cours et qui donne son résumé, mais plutôt un dialogue avec vous. Et j'espère que ce soir, ce sera un bon dialogue et que tout le monde puisse dire démocratiquement sa pensée et ce qu'il veut. Et elle est prête à vous répondre, à vous tous, ce soir, et j'espère que tout se passe bien. Okay. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Bonsoir. Voilà, j'ai rédigé cette note quand j'étais en route vers Liège, pour tout simplement faire un petit résumé pour comprendre le déroulement des événements depuis Genève 2. Ça veut dire ou plutôt depuis Genève 1, depuis juin 2012. Alors en juin 2012, la première rencontre entre plusieurs pays, dont la Russie et les États-Unis, a eu lieu à Genève. Ces États s'étaient mis d'accord sur un communiqué fondé sur le principe d'un processus politique. Même Kofi Annan avait déclaré « L'organe du gouvernement transitoire exercera les pouvoirs exécutifs. Il pourra inclure des membres du gouvernement actuel et de l'opposition et d'autres groupes et doit être formé sur la base d'un consentement mutuel. » Cette formule laissait la sortie, ou laissait la porte, en fait, une porte de sortie à chacun des protagonistes. Mais ce communiqué a été interprété différemment par chaque partie. La Russie l'a interprété différemment que la France et les États-Unis, et même l'opposition n'était même pas d'accord sur l'interprétation de ce communiqué. Malheureusement, les pays occidentaux ont encouragé les opposants les plus rigides à être, on va dire, il les a poussés à être plus hostiles aux négociations et ont encouragé la solution militaire. Après 1 an et demi d'une guerre dévastatrice, les Américains et les autres forces qui soutiennent des opposants irréalistes, ce qu'on appelait à l'époque le Conseil national syrien, puis ensuite la coalition nationale syrienne, sont retournés à la table des négociations, mais aucun dialogue constructif n'a pu déboucher de Genève 2. Et pour maintes raisons. D'abord, la volonté de plusieurs pays qui soutiennent la CNS, qui veut dire la coalition nationale syrienne,
ont exclu d'autres parties de l'opposition qui étaient des laïcs, des Kurdes, par exemple les forces kurdes, dont le PYD, l'UPG, etc. La non-représentation de l'opposition syrienne. La troisième raison aussi, c'était l'intransigeance des membres de la de la coalition nationale syrienne qui se sont alignés derrière la position de l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar. L'opposition n'était pas suffisamment organisée. Et pour cette raison, il a fallu 2 ans pour organiser l'opposition à nouveau. Alors la première plateforme qui rassemblait plusieurs opposants, c'était à Moscou 1, le mois de janvier 2015. Suivi par une autre réunion à Moscou, le mois d'avril 2015, a pu rassembler quelques opposants de l'intérieur, kurdes, dont Salih Muslim, le président de PYD, avec Khaled Issa, moi personnellement, d'autres aussi figures de l'opposition syrienne laïque qui sont arrivées à Moscou afin de négocier ou de dialoguer avec le gouvernement syrien, ça veut dire qui était présidé par Bachar Ja'fari. Certainement aussi ces réunions, malheureusement, n'ont rien pu avancer les choses, mais au moins ils ont pu briser le gel. Et aussi, tout le monde était d'accord de poursuivre cet exercice de dialogue. À Moscou 2, j'avais décidé, de Moscou 2, de lancer un appel au président de Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, d'intervenir à ces négociations et de préparer une autre plateforme qui a rassemblé aussi d'autres opposants de plusieurs factions. Et c'était là Astana 1, suivi par Astana 2. Dans Astana 1 et 2, en fait, attendez, ce qui a été débouché. La première réunion à Astana a débouché sur un communiqué final dont l'un des principes est la laïcité de la future Syrie. Lors de la deuxième réunion qui a eu lieu, juste peu de temps avant la réunion de Vienne, plusieurs opposants ont abouti à un accord nommé Initiative d'Astana, dont le but est de faciliter la transition politique et de mettre à l'écart toute influence néfaste de plusieurs pays, dont l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar. La troisième plateforme est celle de Caire, qui a été initiée par le ministère des Affaires étrangères égyptien, une réunion entre opposants dans le seul but de contribuer aussi à élaborer une autre plateforme. Alors, en 2015, on a eu 3 plateformes. La plateforme de Moscou, la plateforme d'Astana et la plateforme du Caire. Après quelques temps, il y a eu une réunion préparatoire entre les Russes, les Américains et 2 pays de la région, dont l'Arabie saoudite et la Turquie. Ils se sont mis d'accord de relancer le processus politique encore une fois et de se mettre d'accord sur un thème ou sur plusieurs décisions qui peuvent, bien sûr, qui puissent déboucher à une solution de transition, un processus de transition, un gouvernement de transition. Ensuite, 13 pays, l'ONU, l'Union européenne et la Ligue arabe ont rejoint la deuxième rencontre à Vienne, dite Vienne 2, pour discuter de la grave situation en Syrie et chercher à mettre un terme à la violence le plus tôt possible. Le 14 novembre 2015, le ministre russe Lavrov s'est fixé comme objectif principal la détermination de la liste des groupes d'opposition en Syrie pouvant négocier le règlement politique et clarifier qui sont les opposants modérés. Les principaux apports de la seconde réunion de processus de Vienne, qui a abouti à une feuille de route, c'était la formation d'un gouvernement de transition dans 6 mois, les élections dans 18 mois, un projet de cessation des hostilités, une rédaction de nouvelles constitutions par les Syriens d'ici 6 mois, la réaffirmation
de la nécessité de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'arrêt du commerce illégal de pétrole, d'antiquités et d'otages dont bénéficient des terroristes. L'impératif de combattre le terrorisme dont Daesh, Al-Nusra et autres groupes terroristes djihadistes. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les pays ne sont pas mis d'accord sur les groupes terroristes en Syrie, qui sont les groupes terroristes. Certainement, ils étaient d'accord de mettre Daesh et Al-Nusra comme groupe terroriste, mais ils n'ont pas encore défini les autres groupes terroristes, comme par exemple Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam. Il y a certains pays qui disent, certains pays qui préfèrent de ne pas mettre Jaish al-Islam et Ahrar al-Sham dans cette liste, parce que pour eux, ce sont des rebelles islamistes modérés, et c'est là où il faut voir, ça veut dire quoi modéré. Mais ils se sont mis d'accord de lancer ce processus politique, d'où on a eu la résolution 2254. Mais avant la résolution 2254, l'Arabie Saoudite, et juste après Vienne 2, l'Arabie Saoudite a décidé d'organiser un rassemblement d'opposants afin de désigner les opposants qui puissent ou qui peuvent être dans cette délégation, l'unique délégation de l'opposition. Alors, ils ont organisé une plateforme, la plateforme de Riyad. Malheureusement, ils ont écarté, éloigné tous les laïcs, comme d'habitude, et les Kurdes, dont le PYD et les forces kurdes sur le terrain. Après, il y a eu une rencontre entre Lavrov et Kerry à New York. C'était le mois de novembre, mais je vais vous dire exactement. Bon, je crois que c'est le 15 décembre, pardon, le 18 décembre 2015. Et ils étaient bien d'accord sur la résolution, et cette résolution a bien stipulé que l'opposition doit être représentée par les plateformes, d'abord de Riyad, Le Caire, Moscou et d'autres. Autres, c'était un terme flou qui permettait d'inclure le groupe d'opposants de Astana 1 et 2, puisque les opposants, puisque Kerry, Jean Kerry, personnellement, s'est opposé à mettre Astana 2 en tant que plateforme dans cette résolution. Alors, suite à cette résolution, une délégation de l'opposition syrienne composée par les trois plateformes, Moscou, Astana et Le Caire, a pu trouver sa place au pourparlers de Genève en tant qu'une délégation négociatrice coprésidée par Kadri Jamil et moi, au nom de la délégation des laïcs démocrates syriens. Comme vous le savez, le HCN, il vient de suspendre sa participation à Genève. Mais la deuxième délégation, ou plutôt la délégation des laïcs et démocrates syriens, nous avons maintenu notre présence et notre participation à Genève afin de continuer à négocier, à discuter et trouver une solution politique à la crise syrienne. C'est en cours. Normalement, je suis juste venue pour faire le colloque, mais je vais retourner le plus vite possible à Genève, même aujourd'hui, après la fin de ce colloque, je retournerai là-bas. Vous allez dire, est-ce qu'il y a de l'espoir? D'ailleurs, c'était le thème de ce colloque. Est-ce qu'il y a vraiment un vrai espoir à la Syrie? Moi, je crois personnellement oui. Je suis optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un accord russo-américain à propos de la cessation des hostilités, même si vraiment c'est très fragile jusqu'à aujourd'hui, et certains rebelles même ont décidé de casser la trêve qui est là-bas. Surtout sur le front nord en Syrie qui est près d'Alep. Il y a des rebelles, surtout pour moi ce ne sont pas des rebelles, mais ce sont des terroristes de Al-Nusra qui ont repris les combats dans la partie nord de la Syrie, et ils appellent d'autres rebelles aussi à
à reprendre les armes. Malheureusement, nous avons tous écouté M. Mohamed Allouche, qui était dans la délégation de HCN, qui a demandé aux Syriens de reprendre les combats, qui veut dire, c'est-à-dire faire échouer les pourparlers de Genève. Certains qui sont convaincus jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y a que la solution militaire qui peut résoudre ce problème. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Le régime aussi. Il est aussi autiste, malheureusement, et il ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y aura pas, de toute façon, de solution militaire en Syrie. Il n'y aura qu'une solution politique, partagée, travailler, c'est-à-dire savoir travailler avec l'autre partie de l'opposition afin de créer un gouvernement de transition partagé par les deux côtés. Nous sommes en train de travailler toujours sur cette solution. Nous allons aussi peut-être très prochainement pouvoir unifier les délégations en prenant peut-être quelques membres de HCN qui sont plus flexibles que les autres, avec les Kurdes aussi qui sont boycottés par la Turquie. Ça, les musulmans jusqu'à aujourd'hui, même les autres forces kurdes, ne sont pas malheureusement dans les discussions de Genève parce que la Turquie s'y opposait. Voilà, ça c'est en résumé. Et je suis prête à répondre à vos questions. Merci, Hamda. Bon, qui ouvre le... Qui ouvre le... Bon, la question seulement... Allez. Pas vraiment la question pour savoir, parce que vous n'avez pas présenté, madame, elle présente qui dans les négociations, qui l'a mis dans les négociations, quelle faction, quel parti politique, quel genre, quelle élection, je ne sais pas. Oui, quelle élection? Ça, c'est une bonne question. Mais il n'y a eu jamais des élections en Syrie, à ma connaissance. Oui, mais vous avez choisi pour négocier? Vous savez, j'étais membre du Conseil national syrien. J'étais la première qui a alerté la communauté internationale ainsi la communauté syrienne de la montée des islamistes en Syrie et des terroristes djihadistes en Syrie. C'était en juin 2012. Et pour cette raison, j'étais écartée par ce Conseil national syrien. Juste après, j'ai fondé mon mouvement, le mouvement de la société pluraliste, composé de plusieurs Syriens, de plusieurs mouvements, kurdes, minorités, sunnites, laïcs. Ensuite, j'étais l'initiatrice de Astana, de la plateforme d'Astana. J'ai invité plusieurs partis syriens de l'opposition syrienne, voilà, dont je suis... par qui? Par une facto, c'est-à-dire pas ignoré, c'est pas par une loi, par le fait des choses, voilà, par le déroulement voilà. Mais vous êtes contre le pouvoir et contre les islamistes. Oui, tout à fait. On peut être contre les deux. Oui, mais vous n'avez pas une milice qui combat là-bas. Ah non, pas du tout. Bon, monsieur, En attendant une hypothétique paix qu'on espère tous, dans quelle mesure l'opposition modérée lutte contre les djihadistes, les islamistes? Écoutez, comme j'ai dit à monsieur, je n'ai pas une milice qui combat de toute façon en Syrie sur le terrain. Je préside un mouvement, une plateforme qui est composée par plusieurs opposants, plusieurs partis de l'opposition, mais qui veulent tout simplement la solution politique et qui croient à cette solution politique, avant tout. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des rebelles qui peuvent combattre le terrorisme? Ça, c'est une autre question. Il faut plutôt s'adresser aux combattants qui sont sur le terrain en Syrie.
Pour moi, non. Il y a peu, peut-être, mais pas beaucoup, malheureusement, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs qui rejoignent le front al-Nusra et Daesh au contraire, tout simplement pour but, ils ont un but d'installer un État islamique en Syrie. Bonjour. Et à votre avis, qu'est-ce qui empêche le gouvernement actuel de collaborer dans une solution politique citoyenne avec l'opposition modérée et non une armée que vous et d'autres représentez? Qu'est-ce qui les empêche? Et pourquoi ils insistent sur la solution militaire? Parce que le gouvernement ne veut rien changer aussi, le gouvernement syrien. Le régime veut garder les choses comme elle est. Il ne faut pas oublier que dans le communiqué, surtout le communiqué de Vienne 2, il y a la nécessité de rédiger une nouvelle constitution en Syrie. Le régime essaye, même s'il a envie de faire ce qu'il appelle d'ailleurs, il appelle à un gouvernement d'union nationale, mais il veut faire les choses, il veut que changer d'une façon très cosmétique, mais pas profondément. Et c'est ça le problème du régime. Jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas. Mais il est vrai que la Russie, c'est la Russie qui aujourd'hui, qui impose et qui peut imposer aussi au régime de faire pas mal de concessions. C'est pour cette raison aussi la Russie a besoin des opposants, d'une opposition laïque, d'abord laïque. Deuxième chose, une opposition qui croit à la solution politique, qui ne croit pas à la solution militaire, c'est-à-dire une opposition qui n'a pas de milice sur le terrain. C'est ça le plus important, afin de combattre tous ensemble le terrorisme en Syrie. Lorsque vous parlez de l'opposition syrienne, je voudrais savoir ce que c'est comme opposition. L'opposition que, à Genève 2, recevait ces ordres directement par l'ambassadeur des Américains et d'autres personnalités et revenait dans les salles pour donner leur avis. C'est quoi ça? Est-ce que quand ils finissent pour parler avec la délégation du gouvernement, reviennent en Syrie ou ils vont dans les hôtels de 5 étoiles? Vous parlez de Genève 2 ou pour parler à Genève 2? Genève 2, Genève oui, 2, tout à fait. Quand ils se réunissaient, tout d'abord, c'était pas à Bâle, c'était à Montreux. Oui. Alors oui, c'est une question aussi, vous devez l'adresser à la coalition nationale syrienne, mais c'est vrai, il est vrai que la coalition nationale syrienne était soutenue, financée par 3 pays de la région. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, qui est d'ailleurs le cas de HCN aujourd'hui. C'est le même cas. C'est parce que il faut savoir que les États-Unis quand même ont soutenu cette opposition, cette coalition. Ils l'ont toujours soutenue. Moi, j'avais pas mal j'ai reçu pas mal de fois Robert Ford. C'était à l'époque, c'était lui le cofondateur de cette coalition. Et j'ai longuement parlé avec Robert Ford en lui disant que ce n'est pas de cette façon-là qu'on arrive, de cette façon qu'on peut arriver à une solution politique en Syrie ou un changement au moins progressif en Syrie. Le problème que certains pays croyaient un effondrement du régime syrien, mais un effondrement direct du régime syrien, et ils préparaient soi-disant une alternative à les mettre en place comme ça a été fait de toute façon en Irak et autres, même en Libye. Malheureusement, les Américains, comme d'habitude, échouent avec leur solution à eux, et leur solution ne débouche en fait, ne peut déboucher qu'à un chaos général de pays. Jusqu'aujourd'hui, les Américains, puisque moi j'ai vu même le successeur de Ford, Rabenstein, après Rabenstein c'était Michael Ratney. Malheureusement, c'est ça la politique américaine, elle continue toujours. Elle ne veut pas comprendre, elle ne veut rien comprendre. Même quand ils ont insisté sur le HCN
en tant qu'un seul interlocuteur pour parler de Genève, il n'avait pas compris que c'est pas possible, parce que sinon ce serait quand même l'échec total pour parler de Genève. Ce serait le même cas de Genève 2. Il nous faut quand même aujourd'hui des opposants qui sont rationnels, qui sont réalistes, qui savent qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut donner, comment on peut vraiment créer ou avoir un changement, même s'il est un changement progressif. Il n'y aura pas de changement de toute façon radical. Ça, ce qui est certain, et personne n'en veut d'un changement radical en Syrie aujourd'hui. Parce que c'est tout simplement, il y a la question des minorités, il y a la question de la laïcité, il y a la question de l'effondrement de l'État même. Seulement, pardon, pour compléter, mais tout ça, déjà avant qu'il y ait une opposition et avant qu'il y ait la crise en Syrie, pourquoi tous les camps de réfugiés étaient déjà préparés dans le sud de la Turquie? Moi, je suis de la région d'Iskenderun. Et j'ai de la famille là-bas, toujours vivant là-bas. Tous les camps de réfugiés étaient préparés avant la crise syrienne. Alors ne me dites pas d'une opposition, c'est une fabrication qui a été faite par les Américains dans la région. Même Qadri Jamil, qui était dans le gouvernement, qui a quitté donc le gouvernement, il est parti en Russie et il s'est installé là-bas et tout ça, et il a déclaré qu'il est devenu donc réfugié là-bas, ainsi que Jihad Moqdsi, qui a laissé tomber, qui a fait l'affaire du nucléaire et du bazar. Mais je ne pense pas, je m'excuse, mais je ne crois pas que toute l'Assemblée ici sait exactement ce qui s'est passé en Syrie. Parce que les moyens d'information et les médias européens, ils ont fait un blocus total. Ils n'ont donné que ce que Al Jazeera a donné, et Al Arabiya et France 24, avec Hollande, Sarkozy et tout ça. Et les Syriens n'ont rien à voir là-dedans. Donc, je voudrais comprendre ce que c'est. Bon, en partie, écoutez, en partie peut-être il y a une sorte de vérité, mais c'est pas du tout totalement, parce qu'il faut aussi reconnaître que Bachar al-Assad n'a rien fait pour son pays. Il avait l'opportunité d'abord. Il avait l'opportunité de faire beaucoup de choses. Même il n'a aucune légitimité de rester. C'est-à-dire, il faut comprendre cela. Il n'a aucune légitimité de rester. Bien sûr, en pouvoir, c'est le fils qui a succédé à son père. Alors, il n'y a pas de légitimité. Je ne suis pas en train de vous dire que, voilà, demain, la Syrie sera démocrate. C'est une question de temps, de mentalité, d'éducation. Mais de continuer à dire que c'est une conspiration, c'est un tout petit peu aussi irréaliste. Il faut voir les choses. Je reproche aux autres qui sont aussi les radicaux qui veulent aucune solution politique, je reproche la même chose, ils sont pas du tout réalistes, mais malheureusement vous aussi. Et là maintenant nous sommes, de toute façon, oublions ce qui s'est passé, parce que vous êtes convaincus de cette hypothèse. Mais écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vraiment maintenir ou continuer la guerre? De toute façon, il n'y aura plus de pays. Si vous continuez la guerre, il n'y aura plus de pays. Nous sommes contre qu'ils cherchent la guerre. Vous êtes contre. Vous avez beaucoup de choses qu'il faut dire aux gens ici. La Syrie, elle doit apprendre à l'étranger quand ça a commencé. La Syrie, elle a avancé dans l'industrie. La Syrie contre les Israéliens. Bon, il faut arrêter un tout petit peu aussi ce discours. C'est partie de notre territoire, madame. Oui, mais écoutez, là, c'est ça. Il faut de toute façon, la solution sera imposée. Ça, ce qui est sûr, et c'est que pour le bien au peuple syrien. Oui. Oui, en fait, madame, vous avez dit que vous êtes optimiste parce que les États-Unis et la Russie sont d'accord de régler
la crise en Syrie. Oui. Pour les membres de la société civile belge, ils ne sont pas habitués à ce genre de discours, vu que la souveraineté ici est un sentiment national et que nous n'avons pas l'habitude d'ingérence étrangère dans notre politique intérieure, ni d'aller solliciter des étrangers pour nous aider dans notre politique. Sinon, il faut le dire, parce que ça, c'est pas la culture moyenne, ils ne connaissent pas la culture moyenne-orientale, ni l'éducation, ni le passé, qui n'est pas nationaliste des Moyen-Orient. Écoutez. Pouvez-vous expliquer aux Belges qui sont ici ce point et comment... Écoutez. Oui. De toute façon, la Syrie n'est plus souveraine. Il faut voir les choses. Quel pays Je suis désolée. Et quel pays arabe Quel pays arabe est souverain? Moi, je parle maintenant de la Syrie. Je parle de la Syrie, tout simplement. Alors, déjà, la Syrie, actuellement, n'est plus souveraine. Le régime d'Assad, je crois, sans la Russie... C'est fini. Voilà. Il faut voir les choses comme elles sont, quand même. Sans les Américains, ils sont rien. Il faut pas s'aveugler. Alors, aujourd'hui, nous avons besoin, c'est pas une ingérence qu'il y a, moi je vois pas ça de cette façon-là, que c'est une ingérence étrangère. L'ingérence étrangère, c'est plutôt l'ingérence de plusieurs pays, qui aident des rebelles et qui aident aussi l'armée syrienne. Ça, c'est une ingérence. Mais de trouver un accord russo-américain, c'est au contraire. C'est pour le bienfait de la région, c'est pour le bien de la Syrie, c'est pour le bien de la population syrienne. Sinon, qu'est-ce que vous avez comme solution? Dites-moi, vous tous ici. Ceux qui veulent tout simplement, qui voient la légitimité dans un régime qui est incapable d'ailleurs, et qui était incapable de gérer la crise syrienne, de gérer une révolte, ou d'autres qui sont aussi incapables de trouver une solution qui peut rassembler à nouveau tous les Syriens. Dites-moi, vous voyez une solution? Bon, je vais changer. Bon, À la fois, voilà, monsieur. on croit à la neutralité de la Turquie, ou de sa bonne foi, avec toute l'aide qu'elle apporte aux opposants, les terroristes, parce que le pétrole qui passe de l'Irak vers la Turquie, de la Syrie, et ainsi de suite, comment peut-on croire que la Turquie a un rôle bénéfique et neutre? Personne n'a dit ça. Hein. Je suis d'origine libanaise, donc vous ne pouvez pas me dire que je suis un peu avec la famille Assad, puisque j'ai même beaucoup de cousins et des voisins et des amis qui sont morts à cause du père Assad, pas du fils. Mais depuis que le fils il est venu, c'est vrai, ils ont resté au Liban, c'est vrai, mais pour la Syrie, il était bien. La Syrie, elle était affamée avant. Il n'y avait même pas, tout le monde sait, tous les Syriens et Libanais, qu'ils étaient moins développés que le fils quand il est venu. Moi, j'ai visité la Syrie une fois. J'étais vraiment choqué par le développement qu'il a fait, et pour Damas, et pour Alep, et pour tous les citoyens. Même il était modéré avec les musulmans. Il a cherché Qatar, le Canada, oui, pour ouvrir des écoles pour les musulmans. Donc il a commencé à changer la Syrie. On ne peut pas accuser son père de tous les malheurs du monde aussi. Pourquoi? Parce qu'il était, comme il a dit monsieur, il avait Israël à côté, l'Irak de l'autre côté, la Turquie de l'autre côté, le Liban. Donc on ne peut pas. Ils sont des dictateurs, moi je suis convaincant. Il est dictateur, il était élu, il a changé même toute la constitution pour être élu. Oui, mais il était bien. Plus ou moins, on va dire. Voilà. Par rapport à la région, par rapport à Saddam Hussein, par rapport à d'autres, voilà, il était bien. Mais pourquoi? Il y a la solution, c'est simple. Vous devez mettre la main avec celui qui est le moins mauvais, qui est maintenant, malheureusement, Bachar al-Assad. Tous les forces laïques, maintenant, ils doivent mettre les mains. Tous les gens de l'Europe, ils doivent mettre avec la main contre les gens là-bas, les méchants, l'Arabie Saoudite qui va donner la démocratie à la Syrie, à prendre la démocratie, et la Qatar surtout, et la Turquie. Mais madame, sinon, si la Syrie elle chute encore une fois, heureusement qu'il y a Hezbollah qui a réussi l'année passée, qui ont aidé le pouvoir. Mais voilà, trois petits terroristes de 16-18 ans, regarde ce qu'ils ont fait ici.
3 petits. S'il y a 3000 qui sont infiltrés ici, on ne peut pas parler comme ça ici, hein, madame. Ça y est, c'est bon. Un petit connard qui entre ici nous explose tous. Donc, la seule solution, c'est que tous les laïcs, tous les kurdes, tous les gens qui ont encore un petit cerveau dans leur tête, mettent leur main avec cette homme pour éliminer ce méchant qui vient de Kazakhstan, que vous avez parti chez le président là. C'est un autre dictateur là, le président. Vous savez qu'il y a des milliers de Kazakhs là qui ok, j'ai compris, c'est bon. Bon, ça y est, c'est bon. C'est bon, ça va. C'est bon. Bon. Dites, monsieur, alors, monsieur, qui a assassiné Hariri au Liban? C'est quand même les Syriens. Moi, ce ne sont pas les Syriens. Moi, l'enquête vous l'entier, madame. bon, écoutez, juste pour... À la fois, s'il vous plaît. Alors, je peux répondre avant. Alors, vous dites qu'il faut s'allier avec le régime syrien. Ok. Et je crois, c'est pas s'allier plutôt, collaborer. Et pour collaborer. Non, non. Attendez. Ça sera jamais une solution, de toute façon. Il faut comprendre aussi les enjeux internationaux. Alors, si par exemple l'opposition, une partie de l'opposition va s'allier et va donner des allégeances au régime syrien et à Bachar al-Assad, il n'y aura jamais une solution politique. Jamais, il n'y aura jamais une légitimité internationale. Et la guerre continuera. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il ne faut une solution politique. Il me faut un gouvernement de transition. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Kissinger? Sous l'égide de l'ONU. Sous l'égide de l'ONU. C'est-à-dire avec une légitimité de la communauté internationale afin de combattre les terroristes. Et ce que d'ailleurs la Russie est en train de faire. Et alors, pourquoi vous êtes si hostile? Hostile parce que les laïcs ne pèsent pas. Quelques années avant vous, il y avait à votre place M. Monsif Marzouki. Il a parlé presque le même langage. Et quand il est devenu président... Mais écoutez, là, je ne représente pas ni Daesh, ni Al-Nosra, ni autre. Hein. Je suis quand même de l'opposition laïque. Attendez, je suis de l'opposition laïque. Oui, mais je le dis clairement et à haute voix. Et je travaille avec d'autres pour mettre la laïcité dans la constitution syrienne. Vous savez très bien que la constitution syrienne n'est pas une constitution quand même qui est très laïque. Hein. C'est pas un gouvernement si laïque que ça. Hein. Voilà. Disons que si le gouvernement ou le régime reconnaît l'opposition civile, peut-être que les choses changeront, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Pardon? Si le gouvernement ou le régime actuel il reconnaît une opposition, parce que les opposants sont des Syriens, ils ont les mêmes droits que les autres Syriens. Oui, tout à fait. Donc, voilà ce que nous sommes en train de travailler, de faire à Genève. Alors là, je ne suis pas membre de HCN. Non, je vous accuse pas, madame, mais quand Marzouki est devenu président de la Oui, mais je ne suis pas en cette Marzouki. Écoutez, ça vous pouvez dire cela à Georges Sobra et autres qui sont au sein de HCN, pas à moi. Oui. Nicolas. Oui, allez-y. Je voudrais simplement dire, vous parlez de la Russie, c'est la solution qui détient la solution et que les Américains, comme toujours, ils mettent leur nez là où ils font ça. Mais finalement, c'est un conflit Russie-Amérique avec la Syrie qui est d'un monde à farce finalement. Parce que tant que ces deux-là ne s'entendent pas, il n'y aura pas la paix, si je comprends bien. Écoutez, après l'engagement militaire en Syrie, certainement aujourd'hui le joueur, le vrai joueur ou le joueur principal est la Russie. D'ailleurs, c'était le cas avant, mais c'était avec l'Iran que maintenant, après l'engagement militaire, c'est le seul joueur. Mais il faut choisir entre la peste et le choléra. Voilà. Madame, Quoi? Il faut choisir entre la peste et le choléra. Ah non, on ne choisit pas entre la peste et le choléra, je suis désolée, parce qu'il n'y aura pas une solution politique. Même la Russie a besoin de cette solution politique. Vous croyez que la Russie va rester longtemps en Syrie à défendre Assad pour pas mal de temps? C'est impossible. Ça coûte beaucoup d'argent, de toute façon.
Et ça coûte beaucoup d'efforts aussi. Alors il faut quand même, c'est pour ça que je dis, et je demande d'être réaliste, la Russie ne pourra pas défendre le régime éternellement. Et pour cette raison, il lui faut une solution politique qui peut avoir une légitimité internationale. Et que la Russie va céder le port de l'attaquer un jour, jamais. Ce n'est pas, mais écoutez, il faut qu'on, oui, même, on parle même pas de la base, non, on parle même pas de la base militaire. Nous parlons de cet engagement qui coûte beaucoup d'argent aux Russes. C'est ça. Oui, mais ils ont une... Ce que nous parlons. Vous croyez qu'elle va rester? Écoutez, vous savez, c'est-à-dire j'avais des entretiens avec M. Lavrov, Bogdanov, avec les Russes, et je sais très bien comment ils pensent et qu'est-ce qu'ils veulent. Alors oui, ils veulent la paix. Et ils veulent une solution politique, mais certainement ils ne veulent pas rester très longtemps en Syrie parce que ça leur coûte beaucoup d'argent. Ça, il faut le comprendre. Mais après le Qatar va payer. Mais vous savez, vous voulez pas comprendre, c'est ça le problème. Alors, je peux rien faire pour une personne qui ne souhaite pas comprendre les choses. Le dernier dollar, ils vont payer. Ok, très bien. Bon, on donne la parole aux 2-3 ans d'ici, je crois qu'à votre place, il y avait la personne dont vous avez cité le nom, Issa Khaled, était ici, je pense. Pardon, Khaled Issa. Khaled Issa, de PID. Vice-président de la structure de... Bon, on a parlé encore du problème syrien. Il a expliqué, donc, tel qu'il voyait, tel qu'il connaissait la Syrie. Il disait que, effectivement, bon, la Syrie, c'est pas un modèle de démocratie. Il y avait beaucoup de problèmes, mais il y avait à l'intérieur de la Syrie un consensus. Il y avait des pourparlers avec le pouvoir en place pour passer à un certain pluralisme avec une nouvelle constitution, etc. Les choses allaient très bien. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas. Les choses ont changé. Pour court-circuiter cette coalition qui se formait à l'intérieur de la Syrie, des grands puissants, d'autres puissants extérieurs comme la Turquie, la France, etc., ils ont créé une plateforme, je ne sais pas, vous avez dit le nom, j'ai oublié, je ne sais pas. Le Conseil national démocratique syrien. Donc, ce qui est curieux encore, enfin, un autre hasard, ces gens-là, ils ont annoncé au monde entier qu'ils avaient instauré la démocratie en se coalisant avec un pays comme l'Arabie Saoudite, modèle de démocratie, ainsi que le Qatar, etc. Donc, et toutes ces choses-là se font dans la foulée de ce que l'on appelle le printemps arabe. On a profité de la situation, etc. Je crois que sur le problème-ci, il y aura la paix. Mais j'ai bien peur que cette paix ne sera pas la paix que les Syriens choisiront eux-mêmes. Vous l'avez dit eux-mêmes, parce que il faut bien aussi dénoncer l'attitude de l'Occident, l'attitude hypocrite depuis la Première Guerre mondiale, qui ont façonné, qui ont créé, qui ont morcelé cette région du monde. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas un problème de relation de cause à effet entre le problème palestinien et le problème des frères musulmans, syriens, etc. Tout se tient dans cette région du monde. La Turquie, jusqu'à il y a 4 ans, 5 ans d'ici, c'était Assad et Erdogan. Ce n'est pas des frères, hein. Et puis, quelques temps après, voilà, on est arrivé à cette situation. Maintenant, je veux bien croire, hein, je suis laïque, moi aussi. J'ai de l'origine syrienne. Je suis du sud de la Turquie, parce que là aussi il y a beaucoup d'Arabes qui suivent la situation avec beaucoup d'inquiétude. Nous avons peur. Nous avons peur parce que, au fur et à mesure que ces djihadistes qui perdent le terrain, qui quittent la Syrie, se répandent dans le monde entier, il y en a, on dénombre quelques milliers en Turquie qui sont prêts à passer à l'action. C'est le cas en Libye, ailleurs peut-être. Maintenant, oui, il y aura peut-être une solution politique, je suis d'accord. Mais la solution politique qui va être imposée en Syrie, ce ne sera pas la solution des Syriens. Ce sera la solution des puissants. Parce que, et la Russie, et les États-Unis, et la France, ils ont des intérêts dans cette région du monde, ils ont des intérêts économiques, ils ont des intérêts géopolitiques.
suis pas sûr qu'ils vont renoncer à leur intérêt. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres? Malheureusement, il y a bien 5 ans, la guerre s'est tournée en Syrie. 300 000 morts, 3 millions de réfugiés. Le régime syrien s'est toujours montré les doigts. Il y a quelques semaines d'ici, le régime syrien il a récupéré une ville, des ruines, des pierres. Mais pas plus que pierres, pour moi c'est des pierres. Et les Occidentaux commencent à donner le poids, un petit peu de poids, qu'il y a quand même, Bachar Assad l'a récupéré quand même, grâce aux Russes, bien sûr. Mais il faut oublier ça. Il faut d'abord revenir sur les racines. Le problème, en Syrie, il faut d'abord intersyrien, arrangement intersyrien. Il n'y a pas besoin des Américains ou les Russes pour les Iraniens, ils ont un intérêt, Hezbollah aussi. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, le Qatar, quand on avait la révolution, on l'appelle le printemps arabe au Qatar, les gens ils étaient massacrés. On a tiré avec des balles réelles sur les gens. Eh bien, on a des présidents, normalement le président européen ou le président américain, tous les 4 ans, ils changent. Nous, on n'a pas de président. On a des empereurs. Ça peut durer jusqu'à... Même leurs enfants, leurs petits-enfants, ils peuvent gouverner. C'est le monde arabe qui doit changer. C'est les autres pays arabes. Il y a une ligue de arabe qui doit quand même changer, mais à pas comme les Européens, comme la communauté européenne, mais à pas montrer le pays qui fait une faute, mais qui le met à sa place. Et ici, il n'y en a pas. Enfin, c'est l'anarchie, c'est le bordel total. Ben, voilà. Merci. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais c'est plutôt des commentaires. Je suis là pour les questions, pour répondre aux questions. Si vous me permettez, moi je suis belge, je vois ça de très loin évidemment, et je suis tributaire de la presse qui est aussi mauvaise qu'on m'a déjà dit. Le problème est-il un problème purement syrien ou tout simplement un problème européen? L'Arabie Saoudite, c'est l'ennemi héréditaire, je crois, de l'Arabie Saoudite, c'est quand même bien la Syrie. Le problème que la Russie ne va jamais abandonner, l'accès aux mers chaudes. Donc, si même elle n'y laisse pas des hommes, elle n'a pas défendu Bachar pour ses beaux yeux, simplement pour avoir un accès à la mer chaude. Ça, c'est primordial pour eux. Ils sont battus pour ça depuis des années. Donc, quel est l'impact de la Syrie dans tout ça? Elle est tributaire d'une guerre mondiale entre l'Arabie Saoudite et la Syrie et le Yémen et d'autres à venir bientôt, et qui ont tout ça été fait par les Européens quelque part, en sous-main des Français. Et je ne suis pas fier d'être belge parce que nos avions sont allés bombarder à peu près n'importe quoi, comme les Français, comme les Américains, comme les Anglais. Je ne suis pas très fier de ça. Mais de toute façon, j'aimerais bien que vous ayez raison. Mais voilà. Je ne vois pas la solution. La solution ne vient pas de la Syrie, elle vient de tous les autres pays. Et comme disait monsieur, la Syrie n'aura malheureusement rien à dire là-dedans. C'était une question ou un commentaire? Juste pour comprendre. Les deux. Il faut vraiment, vraiment vouloir, parce que la Libye, regardez ce qu'on a fait de la Libye, regardez ce qu'on a fait de l'Irak, l'Afghanistan, tout on est passé, on a fait une catastrophe et personne ne s'en est relevé jusqu'à présent. Alors, je voudrais bien que vous ayez raison, sincèrement. Merci pour votre commentaire. Oui, bonjour. J'ai une question. En fait, bon, moi je comprends tout à fait la volonté de solution politique. Je trouve que c'est normal et que c'est, on va dire, le résultat de ce qu'on apprend ici dans nos politiques démocratiques, enfin, dans ce qu'on appelle nous ici la démocratie. Mais pourtant, moi, je suis plutôt une adepte de la réelle politique. Donc, je vais vous demander concrètement, vous, pour vous, qui clairement combat les djihadistes, premièrement. Deuxièmement, je vais vous demander encore, dans le souci d'être plus réaliste que simplement parler de démocratie et de volonté de solution politique, qui pour moi, c'est du discours en fait, pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, je voulais vous demander aussi, donc en plus de savoir qui pour vous combat les djihadistes, est-ce que vous ne pensez pas que justement depuis l'indépendance de la Syrie, le contexte géopolitique dans lequel est la Syrie, dans lequel se trouve ce pays qui est très complexe d'un point de vue ethnique, très complexe d'un point de vue confessionnel, est-ce que justement vous ne pensez pas que, on va dire, un régime comme ce qu'on appelle dictatorial est quelque chose de plutôt normal en fait,
Et quel est, on va dire, voilà, comment est-ce que vous pouvez amener un gouvernement de transition et comment est-ce que ça va garder les Syriens unis plutôt que de les diviser? Ça veut dire, pour vous, si j'ai bien compris, pour être réaliste, il faut tout simplement laisser ce régime gouverner comme il était. C'est bien ça, non? C'est ça ce que j'ai bien compris. Non. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que, en regardant vraiment le contexte géopolitique, quelle est l'analyse que vous pouvez donner justement d'un État dans lequel était la Syrie? Et est-ce qu'on peut, nous, occidentaux, justement, calquer nos conceptions démocratiques sur ce pays? Écoutez, là, je crois que j'étais claire pour ça. J'ai jamais dit que demain, on aura une Syrie démocratique. Non, mais vous parlez de souveraineté et vous voulez une solution politique. Non, mais attendez, je crois que j'ai parlé d'un processus politique qui est soutenu par la Russie, par la Russie et les États-Unis. Surtout, j'ai bien expliqué pourquoi la Russie soutient cette solution politique, pourquoi elle veut vraiment trouver une solution politique. Alors ça, c'est réaliste. C'est ça la réalité. Il faut le comprendre bien comme il faut. Et aussi, j'ai bien parlé que pour combattre le djihadisme, il faut quand même avoir une légitimité, c'est-à-dire un gouvernement qui peut avoir une légitimité de la communauté internationale. Pourquoi? Pour désigner qui sera l'ennemi et qui sera l'ami. Qui sera celui qui va œuvrer pour la paix et qui sera celui qui ne voudra pas œuvrer pour la paix. Et c'est de là, laissez-moi continuer, et c'est à partir de là que n'importe quel pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou le Qatar, qui financeront des brigades rebelles armées en Syrie, ils seront désignés comme les ennemis de la paix en Syrie. Je suis tout à fait d'accord, mais je vous demande pour vous, sur le terrain aujourd'hui, qui combat l'État islamique? Non mais écoutez, là je suis en train de parler. Écoutez, alors si vous allez me dire que le régime syrien est en train de combattre les djihadistes, ça, franchement, il faut me convaincre. Depuis très longtemps, le régime n'a pas vraiment combattu les extrémistes. Mais écoutez, vous voulez comprendre ou pas? J'ai bien compris, c'est pour ça que je vous ai dit. Depuis votre première intervention, je vous ai dit, vous voulez, pour être réaliste, et tout simplement, il faut laisser Bachar al-Assad gouverner comme il est. Le régime rester. Écoutez. Moi j'ai une question et pas un discours comme les autres. Voilà. C'est bon. Parce qu'il y a d'autres. Il y a une autre, mais je laisse la place. Oui, mais il y a d'autres. Mais à vrai dire, je voudrais juste des questions, des commentaires, s'il vous plaît. Finis les commentaires. Oui. Je vais vous poser une. Mais ils existent. Oui, mais ils n'existent pas du tout. C'est ma question. Qui? Les autres Arabes. Vous avez parlé bien sûr du Qatar, de l'Arabie Saoudite, ok. Les autres, le Maghreb, la Ligue arabe, le machin chouette, ça existe? Ils ont fait quelque chose ou rien en vous? Ils existent chez eux, pas en Syrie. Voilà. Monsieur, oui. Vous voulez une question? Je vais vous en poser une. Je connais un petit peu l'histoire de l'opposition en Syrie. C'est une opposition progressiste. Elle a toujours été tenace. Elle a été combattue par le régime du père. Mais actuellement, je ne sais pas comment il y a eu ce détournement, un détournement époustouflant. C'est-à-dire, on part d'une demande de démocratie qui se transforme en une demande de Dieu, en une demande d'Allah. Or, la demande de Dieu évacue la démocratie. Vous savez très très bien qu'en Arabie Saoudite, le mot démocratie, le mot syndicalisme, le mot progrès en général sont des hérésies. C'est contre l'islam. Alors que vient-il faire en Syrie? Ça, c'est une grande question. Alors, moi je me dis que non seulement le régime actuel fait face
à ce danger, à ce monstre, à cette goule. Mais l'opposition également, l'opposition honnête, l'opposition intelligente, l'opposition laïque, comme vous dites. Et là, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable de fédérer tous les laïcs syriens avec vous? En êtes-vous capable? Ou bien est-ce que vous essayez tout simplement? Ça, c'est terrible. Moi, je pense à un homme que j'aimais beaucoup, Michel Quilot. Maintenant, je ne veux plus en parler, je ne veux plus en entendre parler depuis le jour où, lorsqu'on lui a dit, mais ils ont attaqué Maloula, il dit non, mais on va essayer Et il a dit, Nosra, il ne faut pas la diaboliser, je suis allé les voir, ils m'ont embrassé sur les deux joues. Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il peut faire? Un homme qui était communiste, athée, laïque en tout cas. Alors moi je dis, moi je fais confiance à Padre Jamil, je dis tout simplement, qu'est-ce que vous représentez? Je suis laïque, hein, mais je vous pose quand même la question à vous, que représentez-vous dans la Syrie actuelle? Moi vous apportez un espoir extraordinaire. La Russie seule actuellement peut imposer une solution politique à la fois au régime et à l'opposition, et ce serait une bonne chose. Mais j'aimerais connaître un petit peu votre poids spécifique. Alors, merci pour le commentaire et pour la question. Vous voulez savoir mon poids? Moi? Oui, j'ai compris. Alors, nous les laïcs, qu'est-ce que nous pesons, voilà, sur le terrain? La Syrie est composée de plusieurs minorités ethniques et religieuses qui forment 35%. 35%. Comptons les Kurdes qui sont en Syrie. Ils sont quand même à 12%. Les chrétiens, 7-8%. Les ismaéliens, 1%. Les druzes, 5%. Les alaouites, 12%. Et autres minorités ethniques et religieuses. Nous arrivons à 35%. Toutes ces minorités veulent un pays laïque. Avant tout, pourquoi? C'est une question de survie. Sans, bien sûr, oublier qu'il y a quand même des sunnites laïques. Il ne faut pas oublier en Syrie que les sunnites ne sont pas tous radicaux. Il y a peut-être une petite minorité qui est radicale. Mais à vrai dire, il y a des sunnites qui sont dans les villes. Voilà, monsieur, il est de Damas. Vous connaissez Damas, non? Oui, bien sûr. Vous pouvez même dire comment il est Damas. Les sunnites ne sont pas. Je vous laisse. Pour moi, personnellement, près de chez moi, à Damas, j'ai des voisins alaouites, chrétiens. Mes meilleurs amis ils sont syriens, oui. Voilà. Mais à la base, on discute par rapport à la religion. Ça n'existe pas entre nous. Tout à fait. Alors, l'armée, la plupart des effectifs de l'armée sont sunnites. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi à Alep, c'est la même chose. Après, c'est vrai, ces villes-là où ces citadins ne peuvent pas représenter tous les Syriens qui sont quand même en province ou ailleurs. C'est aussi à cause de la pauvreté, il y a pas mal de facteurs qui laissent certains dans l'ignorance aussi. Et pour cette raison d'ailleurs que l'Arabie Saoudite arrive à financer pas mal de rebelles qui sont dans ces zones-là. Pourquoi Damas n'est pas tombé jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est des gens civilisés et instruits. Instruits, voilà. Cultivés. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'allier avec l'Arabie, ni avec l'argent. Ils ne peuvent pas même s'allier avec l'argent qui vient de la part des islamistes radicaux, de wahhabites. Alors pour cette raison, et eux, je suis
complètement, je suis même sûre que toutes ces personnes-là, que tous ces gens-là veulent une Syrie laïque. On peut arriver facilement plus, je crois que plus que la moitié de la population syrienne est pour la laïcité. Ben voilà, vous avez répondu à ma question, madame. Quand je vous ai dit, voilà, vous avez, Damas, elle est sous le régime. Elle est sous le régime. Mais écoutez, non, je peux vous dire aussi autre chose, alors. Non, je peux vous dire autre chose. J'ai beaucoup de contacts avec la minorité alawite en Syrie, qui est supposée soutenir Bachar al-Assad et le régime. D'après l'Occident. D'après l'Occident. Oui. C'est la propagande, ça. De quoi? Oui, voilà, c'est la propagande, tout à fait. Et depuis des années, et là je ne parle pas des opposants alaouites, je parle de la communauté alaouite, et même plus que ça. La communauté même des alaouites qui étaient déjà liés au régime, et même au père, ils m'ont toujours dit que eux, ils veulent un pays laïque, eux, ils ne sont pas pour Assad, et pour qu'il reste au pouvoir pour tout le temps. D'ailleurs, il est très détesté par les alaouites, très détesté par les alaouites. Et ça, je peux vraiment le confirmer. Hein. Je voudrais le voir pour le croire. C'est pas grave, ne croyez pas, mais moi je vous le dis. Alors, pour cette raison, il y a pas mal de personnes de la communauté alaouite, comme d'autres communautés, qui veulent, oui, bien sûr, qui veulent un pays laïque, sans Bachar al-Assad, mais aussi sans l'effondrement de l'État. Sans dire que voilà, tout le régime, tous les membres du régime doivent quitter le pouvoir et doivent quitter même le pays. Même, voilà, pour cette raison, c'est la peur. C'est la peur, ils ont peur tout simplement d'être massacrés un jour. Et je les comprends très très bien. C'est la peur aussi de se retrouver isolés. Et je les comprends très bien. Et c'est pour cette raison la laïcité. Pourquoi on dit laïcité laïque ou on défend la laïcité? C'est par la laïcité qu'on arrive à les avoir avec nous. Alors oui, nous pesons la moitié de la population syrienne. Est-ce que je peux vous demander simplement votre définition de la laïcité et en quoi est-ce que la Syrie d'avant, en 2011, n'était pas laïque? Bon. D'abord, la Syrie, dans la constitution syrienne, il n'y a pas le mot laïcité. Ah bah voilà, vous demandez c'est quoi? C'est quand vous posez une question, apprenez à écouter. C'est vrai, hein? C'est très important, hein? Parce qu'il faut écouter les autres. Hein? Sinon, c'est un monologue. Et si c'est un monologue, alors je veux dire, pourquoi je suis là? Je peux partir et vous laisser faire vos monologues. Alors, la laïcité dans la Constitution, ce qu'on appelle les droits de l'état civil, est inspirée par la religion. Par exemple, pour les musulmans, est inspirée par la charia. Mais charia modérée. Charia light. Charia, mais je rigole, c'est pour ça que je dis, mais la charia, c'est-à-dire il y a la polygamie, ça veut dire qu'il y a tout ce qui concerne en fait l'individu. Même un musulman ne peut pas se convertir, par exemple, à notre religion. Un musulman sunnite ne peut pas se marier avec une femme de notre religion. Il n'y a pas de mariage civil. Tout cela, même le jugement, il y a même un article concernant cela qui défend même ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Et oui, en Syrie. Ça, c'est le droit tribal. Oh, tout à fait, c'est en Syrie. Alors, c'est un pays laïque? Vous trouvez que c'est un pays laïque? Moi, non, je ne trouve pas. Alors, quand je dis laïque, et nous défendons la laïcité, ça veut dire abolir tout cela. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est ça. C'est aussi l'égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes en Syrie est très cosmétique. Très cosmétique. Nous mettons quelques femmes dans le gouvernement, et voilà, mais elles participent à rien du tout.
ni à la décision, ils n'ont aucune décision. Quelle décision? D'ailleurs, je le vois dans l'opposition syrienne. Les femmes sont toujours là, mais juste, esthétiquement sont là, mais elles ne prennent aucune décision. Ce sont les hommes. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, j'ai pas mal de problèmes avec les hommes de l'opposition, comme de régime, parce que je participe à la décision. Et oui, c'est cette Syrie que je défends, madame. Madame, vous permettez, le roi de la laïcité dans le monde arabe, c'était Saddam Hussein. Et Smith la drogue a crevé, il est mort avec le Coran dans la main. Et c'était le roi de la laïcité, c'est lui qui a sorti le mot de laïcité dans le monde arabe. C'est Saddam Hussein. Saddam Hussein était le roi de la laïcité, comme Bachar et Hafez, la même chose. Avec le Coran à la main, moi j'ai pas compris. Okay. Mais je voudrais vous dire une chose. Vous dites qu'on ne peut pas se marier en Syrie entre religions différentes. Il y a tellement de mariages, même dans des doctrines, des religions, des ethnies différentes. Alors, prenez par exemple le président lui-même. Sans un long discours, le président lui-même, il est considéré comme un musulman en tant qu'un musulman. Il n'y a pas un État, les droits d'État civil existent en Syrie. Nous avons 4 États d'État civil. Oui. Un sunnite ou musulman, oui. Un druze, un catholique, un orthodoxe. Les alaouites sont considérés en tant que musulmans. Ah bon? Ah oui, alors vous ne connaissez pas les droits en Syrie, je suis désolée. Alors, deuxième chose, il n'y a pas de mariage mixte, c'est pas vrai, c'est selon aussi l'islam. Une femme peut se marier, si elle est chrétienne ou druze, peut se marier avec un musulman et garder sa religion. Mais les enfants sont des musulmans, selon la loi islamique. Alors, un homme, ou plutôt une femme musulmane, qui se marie avec un chrétien, ce chrétien doit se convertir à l'islam en Syrie. Je vous parle de la Syrie. Alors, vous me dites qu'il y a... C'est-à-dire où on a envie de mettre des lunettes avec d'autres couleurs pour voir quelque chose d'autre, mais il faut voir la réalité. Je ne dis pas que c'est l'Arabie Saoudite. Je ne dis pas que c'est... Non mais attendez. Bien sûr, en Syrie, il y a l'alcool, il y a les boîtes de nuit, il y a aussi dans les grandes villes, ils peuvent quand même, je veux dire, cohabiter ensemble, femmes et hommes peut-être dans certaines, et aussi dans certains quartiers et dans un milieu très restreint. Hein. Alors, mais c'est pas cela. Voilà, ça c'est pas la laïcité. C'est pas quelque chose qui est défendu, c'est le droit de l'individu qui doit être défendu. C'est le droit. C'est pas que boire ou sortir ou autre chose. C'est ça ce que je suis en train de dire. Et si vous croyez qu'en Syrie, il y a vraiment ce mariage mixte, vous vous trompez, renseignez-vous. Vous allez voir. Je ne dois pas me renseigner, je suis issu d'une famille alaouite. Oui, j'ai dans ma famille des chrétiens, des druzes, des kurdes, des sunnites. Vous êtes marié selon la loi islamique, monsieur. Alors, écoutez, vous suivez les droits de l'État civil. Vous suivez le président est un alaouite, il est marié avec une sunnite. Oui, mais je vous ai dit, les alaouites sont considérés comme des musulmans. Mais qu'est-ce que vous parlez dans la loi syrienne? Mais c'est parce que vous parlez maintenant de laïcité. Écoutez, et vous ne respectez pas la laïcité. Mais je respecte très bien. Parce que vous parlez. Écoutez, là, ça sert à rien de parler. Écoutez, ça sert à rien. Dites-moi, non, ça sert à rien. Quand on s'oppose à votre avis, ça sert à rien. Pas du tout. On est tous débornés. Prouvez-moi d'abord. Prouvez-moi. Madame, oui, s'il vous plaît. La laïcité, c'est la séparation du religieux, tout à fait, vie privée, tout à fait, spirituelle, du civil, vie citoyenne et vie communautaire. Tout à fait. La Constitution syrienne, l'article 3 dans la Constitution syrienne stipule que le président doit être musulman. Est-ce que c'est... Voilà, merci. Et il faut dire que l'Europe, elle a combattu et lutté 300 ans pour séparer le religieux du civil. Et maintenant, nous sommes en train de voir importer la confessionnalisation avec le Moyen-Orient qui migre avec le problème de confessionnalisme, de communautarisme. Et moi, je pense que c'est un danger pour nos sociétés ici, parce que ce problème, il est importé. Et on devient presque confessionnalisé ici. J'allais poser une question si la Syrie était une société confessionnalisée, vous en avez répondu. Elle est archi-confessionnalisée, malheureusement.
Madame. Voilà, bonsoir madame. En tout cas, moi je suis une native de la Belgique, je suis née en Belgique, malgré mes origines, moi je suis d'origine marocaine. Et évidemment, moi j'aborde quand je vois un petit peu la réalité du quotidien de ces pays où, au-delà de ce contexte pseudo-musulman, puisque au travers de quand vous décrivez cet islam-là, c'est vraiment un islam, c'est la lecture des hommes qui est faite, puisque quand on entend des crimes d'honneur, par rapport à tout cela, donc moi je mets au-delà, donc pour ma part, donc, comme vous dites, l'islam effectivement fait partie intégrante de certaines personnes, mais moi quand je vois une femme avec des idées occidentalisées mais modernes en soi, où vous voulez défendre le Syrien avec un grand S, au-delà de ses origines, au-delà de son ethnie, au-delà de sa religiosité. Donc votre combat, moi je souhaiterais, parce que quand je vous vois, vous êtes un petit peu cet espoir, je me dis, voilà, c'est quelqu'un qui est issu de la Syrie, qui a un bagage, qui en impose, parce que vous êtes une femme, c'est compliqué de s'imposer dans un contexte d'homme, de mâle, parce que la place de la femme, et même quand on parle au-delà de l'islam, enfin, la lecture machiste de l'islam, et c'est une lecture qu'on retrouve dans d'autres lectures, enfin dans le monde arabe, la place à la femme, elle n'existe pas, donc elle est considérée comme une certaine futilité. Moi, ce que je voudrais, voilà, pour moi, ça doit être un espoir, parce que quand on voit l'actualité de la Syrie aujourd'hui, on a mal, on se dit par rapport à son patrimoine, par rapport à son histoire, à sa richesse, c'est une catastrophe ce qu'on est en train de voir. On est en train de détruire le patrimoine de l'humanité en réalité. En fait, tout le monde doit être conscientisé par cette destruction, au-delà de se déchirer par rapport aux ethnies, aux origines. Et moi, j'espère, oui, en tant que laïque, vous prétendez être laïque, c'est-à-dire, pour moi, comment je conçois, moi-même avec mon voile, moi je travaille ici en Occident, j'essaie un petit peu d'aller au-delà, de casser un petit peu ces lectures rigoristes, machistes, et d'un autre côté aussi, il y a une lecture aussi de manipulation de l'Occident par rapport à la masse de la population. Moi, je souhaiterais, vous, cet espoir féminin, puisque c'est une double cause que vous défendez, donc une série qui a été anéantie, et moi j'espère et je souhaite que, en tant que femme laïque, mais en réalité, vous défendez la Syrie, tous les Syriens au-delà de leurs origines. Une laïcité, oui, certes, mais une laïcité où on défend la place, que chacun puisse avoir cette place. Moi, ce qui m'effraie quand on entend un petit peu derrière ce discours laïque, c'est cette dualité. C'est on est laïque ou on ne l'est pas. Donc ceux qui ne sont pas laïques, voilà, moi je veux vraiment cet espoir de défendre tous les Syriens, qu'ils soient, peu importe leur confession, et que ce combat qui est le vôtre, et que je pense, moi ce qui m'attriste, c'est, moi ça me fait aussi un petit peu mal, ici quand on voit la grande majorité du public qui est ici, ce sont un public qui n'est pas d'origine arabe pour la majorité, et qui est vraiment conscient de cette réalité, et le public arabophone, peu importe, il est absent, il n'est pas là, et on entend justement, je trouvais, non, majoritairement, celui qui écoute les médias, ce qu'on dit, on n'a pas ce relais. Moi, j'étais, interpellée parce que vous me dites qu'il y a quand même une négociation. J'ai foi en ce que vous dites, que vous vous battez pour la Syrie, et que vous essayez au-delà, qu'il faut vraiment composer avec ces puissances occidentales, puisque elles mènent la danse, et vous essayez quand même de tirer quelque chose dans ce petit morceau, et vous défendez la Syrie, et c'est défendre tous les Syriens, peu importe leur origine, leur confession, leur ethnie. Et moi j'ai foi, et vous donnez cet espoir, et au-delà de cette complexité, de cette réalité qui est complexe. Donc laïque, mais laïque pour tous, défendre tout le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle occidentale, où on prône justement la laïcité, la neutralité, en Belgique on parle d'une neutralité, mais je trouve que la neutralité, elle n'est pas la même pour tous. Et moi, je souhaite, vous, en tant que Syrienne, c'est vous battre pour tous les Syriens. Et un combat pour l'éducation, la santé, la place de la femme, la place de l'homme, la place de tout le monde, chacun a sa place. C'est ce combat-là, c'est cette réalité-là. Et je pense que quand un peuple sera entièrement instruit, éduqué, soigné, on n'aura pas de place à ces radicaux qui viennent vous laver le cerveau et prétendre à un paradis qui n'existe pas, en tout cas à leur façon. Allez-y, madame, je vous écoute. Voilà, se battre pour l'éducation,
moi. Et là, il n'y aura plus de place aux radicaux, il n'y aura plus de place à cette haine, c'est tout. Voilà, défendre Merci. Merci. Je me rends compte que l'une des difficultés du débat, c'est qu'il y a différents plans d'analyse qui se superposent en permanence et qu'il faudrait distinguer en fait. On a commencé par des questions très pratiques, très concrètes de la résolution du problème actuel, de la crise actuelle, qui est pour une bonne partie militaire aussi, parce que sinon les Russes ne seraient pas intervenus. Et pour une question aussi de tactique, ça c'est une question immédiate. Il faut résoudre la crise. Et de l'autre côté, il faut penser au long terme, au programme de long terme. Là, je vous soutiens complètement, quoi, la laïcité. Mais en vous écoutant, quand vous nous parlez de la constitution syrienne, je me rends compte que là, il y a un compromis dedans. Il a fallu certainement faire des concessions aux sunnites qui sont majoritaires. Et donc, ça me donne quelques indices sur ce que la question va être très dure, la question de la laïcité. Mais il adhère complètement à ce programme-là. Je vous soutiens, il y a une grande sympathie pour cette proposition. Mais c'est de long terme, vraiment de très long terme. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'après la crise actuelle, une nouvelle crise redémarre. Donc, et là, il faut penser à la question immédiate, à la question de la crise. Comment est-ce qu'on résout une crise? Et là, il est évident que si les Russes n'étaient pas intervenus, les Américains, les Turcs, l'Arabie Saoudite, etc., auraient continué à soutenir ce qu'ils appelaient les rebelles, mais c'était vraiment les islamistes. Et donc, en quelque sorte, l'intervention russe a redonné un peu de souveraineté à la Syrie. Parce que les deux superpuissances se sont neutralisées en quelque sorte. Et en même temps, il faut le dire clairement, l'intervention russe a soutenu le régime, parce que c'était nécessaire à ce moment-là de soutenir le régime pour faire face aux islamistes. Et ils ont travaillé des concerts, Donc l'armée de Bachar al-Assad était nécessaire sur le terrain quand les Russes bombardaient. Donc il faut avouer cela. Donc c'est une réalité, on n'aime pas ces régimes-là, mais sur le plan concret, il n'y avait pas d'autre solution. Donc, et ça a permis aussi de donner de la force à une idée russe très ancienne, qui c'est l'idée de Genève, les différentes conventions de Genève, que les superpuissances occidentales négligeaient tout le temps, oubliaient tout de suite après chaque réunion. Maintenant, ça commence à prendre de la force et ça pourrait aboutir à une solution. La question, c'est maintenant de savoir qui pourrait remplacer Bachar al-Assad. À mon avis, il faut laisser la réponse aux mains des Syriens. Oui. Donc là, la souveraineté est importante encore une fois. Tout à fait. De toute façon, c'est pour ça que nous sommes venus à... Je peux parler de notre délégation qui ne met pas des conditions préalables. Ça veut dire que nous n'abordons pas le sort de Bachar al-Assad. Il faut être flexible. Nous voulons arrêter cette guerre, mais cette guerre sera longue, à vrai dire. Alors, il faut avoir plusieurs stratégies. Une stratégie à court terme, à moyen terme et à long terme. À long terme, c'est pour arriver vraiment à la laïcité et à créer une identité syrienne, qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. C'est pour cette raison, malheureusement, nous sommes obligés toujours de parler des minorités. Pour défendre la laïcité, nous sommes obligés toujours de dire que voilà, la Syrie est composée par cette minorité, par l'autre. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de créer cette identité nationale pour être après fier de la Syrie elle-même et sans discrimination entre toutes les communautés. Et pour ne plus parler ni de majorité, ni de minorité. Ce sera que des Syriens. Mais à court terme aujourd'hui, nous savons très bien que Bachar restera pendant un court temps, ce qui est sûr. Après le gouvernement de transition, de toute façon ce qui est dans le communiqué de Vienne et les déclarations de Vienne, c'est que un gouvernement pendant 18 mois pourra aboutir après à des élections parlementaires et présidentielles. Et après, la question viendra où je peux dire que les Américains abordent cette question avec les Russes aujourd'hui.
que est-ce qu'Assad pourra vraiment pourra être candidat dans les prochaines élections ou pas. Pour moi, personnellement, je vous dis, s'il y a vraiment des élections libres, des élections mais pour toute la Syrie, pas pour une partie de la Syrie, toute la Syrie, et que tous les Syriens peuvent vraiment voter et choisir, et il y aura aussi, c'est-à-dire que ce sera sous l'observation des Nations Unies, pourquoi pas? Pourquoi faire un problème? Qu'ils se présentent, et alors? Et on va voir les Syriens après, qu'est-ce qu'ils vont choisir. Moi, je suis certaine qu'ils ne vont pas le choisir. D'ailleurs, même lui, il sait ça très bien. S'il était si confiant, pourquoi alors il fait tout pour ne pas avoir ces élections? S'il est si sûr de lui. Mais c'est, monsieur, c'était c'était de mise en scène, hein. Je suis désolée. Quand je parle, oui, mais écoutez, alors, non, moi je parle des élections libres, hein, pas comme des élections de l'année dernière. Alors voilà. Ceux qui ont été au Liban, ils étaient ramenés par les chaînes pour élire. Oui, c'est pour ça, un candidat parmi eux, ils l'ont interviewé dans une interviewé, il a dit, c'était la question, alors vous votez pour qui? Et il a dit, ah certainement pour Monsieur le Président, qu'il était candidat aux élections. Alors voilà. Non, juste pour parler. Alors oui, il faut être flexible. Vraiment, il faut être flexible. Comme a dit monsieur, que le but stratégique, c'est d'arriver à un état de droit. Tout à fait. Et une citoyenneté qui, je vous le souhaite, elle transcendera les confessions et les communautés. Et que tous les gens se sentent citoyens, comme dans les pays d'Europe, et l'état de droit. Voilà. Et ça, c'est un long chemin. Bien sûr. Et il faut éduquer la population syrienne. Et il faut savoir que l'establishment, il va lutter fort contre ce saut qualitatif. Mais à long terme, vous pensez qu'on arrivera à ça? Oui, je crois. Comme elle a dit, madame, moi je suis tout à fait d'accord. C'est par l'éducation, oui. Il faut compter sur les nouvelles générations. Parce qu'il n'y a pas que la Syrie qui souffre de ce mal, tous les pays tout à fait. Tout à fait. Excusez-moi, donc moi j'ai une question très concrète. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter qu'est-ce qui se passe à Genève? Quelles sont les conversations? Est-ce que vous parlez de l'économie? Est-ce que vous parlez des liens internationaux? Est-ce qu'il y a des accords qui sont sur la table? Qui est réellement là? Quelle est la part de la Russie, de la France, des États-Unis, etc. Enfin, moi je suis très curieuse de ça parce que on n'en parle absolument pas, ça reste comme un truc un peu secret et on vous a en tant que témoin, j'aimerais bien avoir vraiment votre expérience concrètement et voilà, merci. Merci. Non, parce qu'aujourd'hui en fait c'est la question est tout simplement d'unifier l'opposition syrienne puisqu'il y a 2 délégations composées de plusieurs plateformes. Comment faire pour avoir un seul discours, pour avancer dans la même dans le processus politique. C'est-à-dire, Mistura l'autre jour, il voulait discuter avec nous comment on voit la transition en Syrie. Comment on peut avoir une vision si diverse. C'est-à-dire, le HCN le voit autrement que nous. Le Caire, qui est même dans la même délégation, le voit aussi autrement. Alors il faut quand même unifier le discours, faire un plan. Comment on voit cette transition en restant le plus réaliste, c'est-à-dire en sachant qu'est-ce qu'on peut obtenir et qu'est-ce qu'on doit donner. C'est ça le plus important. Et pour arriver à cela, il faut vraiment unifier, c'est-à-dire il faut plutôt refaire la délégation de l'opposition syrienne en intégrant d'autres opposants qui ne sont pas aujourd'hui au pourparlers de Genève. Voilà, c'est ça ce que nous sommes en train de travailler à Genève. Quels sont les enjeux géopolitiques de cette zone du monde? Quels sont les intérêts de la Russie, de la France,
et des États-Unis dans cette partie du Moyen-Orient? Alors, géopolitiquement. La France a perdu, a tout perdu. Elle n'a aucune influence aujourd'hui en Syrie. Quels sont les intérêts économiques et géopolitiques? De qui? De la France? Des grandes puissances. De la Russie, des États-Unis. La Russie, c'est très stratégique. C'est plutôt stratégique. Il n'y a pas d'intérêt économique, à vrai dire, en Syrie. Il n'y a pas d'intérêt économique. C'est juste stratégique. C'est très stratégique, la Syrie. La Russie. Non, la Syrie. Non, la Syrie est très stratégique. C'est la porte. C'est la porte. Et en plus de ça, c'est aussi, il faut savoir que la Russie a tout perdu. Il lui reste que la Syrie aujourd'hui dans cette région. Et grâce à la Syrie, elle pourra être à nouveau dans le Moyen-Orient. À nouveau, aujourd'hui, les Libanais courent envers la Syrie. Ils ne courent plus, ils ne viennent plus en France et aux États-Unis pour parler de leurs problèmes politiques. Mais c'est plutôt l'inverse, c'est vers la Russie. Ils partent en Russie. Les Égyptiens aussi. Voilà, c'est ça qui est très important pour la Russie. Mais bien sûr. C'est ça qu'on Et voulait les savoir. États-Unis Le passage de pétrole. Oui, Il y a certainement ça, passage de pétrole, à vrai dire, c'est pas vraiment ça. Hein. Si ils veulent une présence, c'est plutôt l'Arabie, le Qatar, la Turquie, oui, l'Arabie Saoudite, oui. Mais les États-Unis aujourd'hui, après quelques années, n'auront plus besoin de pétrole. Ça, c'est à votre avis. Oui. S'il vous plaît, Charles. Nous avons tous compris que vous êtes une laïque convaincue. Mais vous êtes encore apparemment minoritaire en Syrie. Qui est laïque? Est-ce que vous croyez que vous êtes suffisamment structuré que pour fédérer les différentes ethnies, les différentes religions, les différentes tendances en Syrie? Alors, j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir avec la première. Hein. La deuxième question est celle-ci. Est-ce que vous pensez que les femmes seront le moteur de l'évolution, non pas seulement en Syrie, mais également dans tout le monde arabe? Ce sont les femmes qui ont fait changer la société européenne depuis 200 ans. Ça a été une très longue lutte et il faut plusieurs générations pour faire changer la mentalité d'une société. Est-ce que vous pensez que les femmes seront prépondérantes dans les années à venir? Bien sûr. La femme est le moteur essentiel, important. Surtout pour un changement dans ces pays, pas qu'en Syrie, dans tous ces pays-là. Parce que c'est la femme qui paye le prix aujourd'hui dans ces pays-là, avant l'homme. Alors c'est à elle a l'intérêt de se révolter, d'être ici en avant, de décider, de participer et partager le pouvoir. Participer à la décision et partager le pouvoir. Certainement, oui, ça va prendre des années, ça va prendre des générations. Mais oui, mais personne d'autre a dit le contraire. Mais il faut commencer, parce que si à chaque fois on va dire « Ah oui, mais ça va prendre des années, oui, mais la femme n'a pas sa place dans ces sociétés », nous n'arriverons jamais. Il faut commencer, et c'est ça ce qu'on fait. Nous commençons aujourd'hui. Pour la première question, pardon, c'était... La structure sociale... C'est pareil pour la laïcité. À vrai dire, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Il faut commencer à structurer, pas l'opposition syrienne ou opposition laïque, non, à restructurer la société syrienne. Et ça va prendre aussi de temps. Nous ne sommes pas des rêveurs pour dire que demain nous aurons une Syrie laïque, la démocratie sera régnée en Syrie. Nous ne sommes pas des rêveurs, mais c'est le début d'un long travail. Voilà. Voilà, je voulais faire un petit commentaire. Un commentaire et la question après. L'exemple des femmes, elle vient de chez les Kurdes, parce que les femmes kurdes se soulèvent fameusement. Donc elle donne l'exemple. Deuxième chose, on a parlé de la géopolitique. Vous ne parlez absolument pas de l'Iran. Or, la Syrie, est-ce qu'elle ne fait pas tampon? Et c'est pour ça que le problème est si difficile, parce que tous les pays qui sont autour de la Syrie, ça pose quand même un problème. Et l'Iran, vous n'en parlez absolument pas.
Oui, pourquoi je ne parle pas de l'Iran? C'est vrai que l'Iran avait beaucoup d'influence en Syrie, mais c'est avant l'engagement militaire et avant la levée des sanctions internationales qui changent toute la donne. L'Iran aujourd'hui court avec, comment s'appelle, Rouhani et Zarif, ils courent aussi pour avoir des investissements chez eux, ce qui va tout changer. Et il faut aussi connaître, il faut savoir quelque chose, que eux, s'ils étaient très influents aussi en Syrie, c'est pour freiner l'Arabie Saoudite. Que la Russie aujourd'hui est là, et la Russie ne donnera jamais la Syrie à l'Arabie Saoudite. Pour cette raison. Alors ils sont moins influents aujourd'hui. Ça c'est pour l'Iran. Pour la femme, c'est ça, vous m'avez parlé de modèle kurde. Écoutez, les Kurdes sont mes amis, ils étaient même mes alliés. Alors je connais très bien le dirigeant de PYD, comme M. Khaled Issa et d'autres. Et nous sommes toujours en collaboration. Et nous coordonnons ensemble. Et ils auront leur place dans la nouvelle délégation de l'opposition syrienne. Certainement. Et il est très bien que les Kurdes, les femmes kurdes, étaient quand même, ou donnent, ou peuvent donner l'exemple de la femme combattante, de la femme qui se révolte, de donner aussi ce modèle qui a aboli la polygamie aujourd'hui dans la zone kurde. Abolit la polygamie, ils ont installé quand même la parité, l'égalité, il y a pas mal, ce sont des droits de l'État, vraiment de l'État civil. Et pour cette raison, moi personnellement, je suis très fière et je suis très contente que nous avons ce modèle, parce que ça va nous aider aussi à créer d'autres modèles en Syrie, à l'intérieur de la Syrie. Écoutez, même si demain nous arrivons à avoir un gouvernement de transition, je ne suis pas en train de dire que la guerre va cesser, hein. Ça va prendre des années aussi, parce que le terrorisme, quand même, est déjà en Syrie. Et pour tout simplement, les enterrer ou les virer, ça va prendre pas mal de temps. Alors c'est pour ça que je dis, c'est un changement progressiste. Pardon. Du Daesh, justement, comment est la situation par rapport au Daesh? J'ai pas compris la situation. Personne n'en veut de Daesh aujourd'hui en Syrie. Et s'ils ont pris des villes, oui, mais s'ils ont pris, c'est que par la force que nous arriverons à dégager Daesh ou à les exterminer, tout simplement. Il faut être ferme dans notre combat, dans notre lutte, ferme, et aussi, il faut savoir qu'il n'y aura pas de compromis avec les islamistes radicaux et les djihadistes. C'est tout. Est-ce qu'il y a une partie de la société civile? Je vais laisser madame parce que là, quand même. Juste pour continuer votre discours, un peu une question. Si vous dites qu'il y a toujours le Daesh, et il faut toujours combattre que nous, on a aussi cette information, on voit que la guerre continue toujours et sans intervention des Russes, ça a changé vraiment la courbe de la guerre. Et Vladimir Poutine, il a dit aussi, je ne vais pas mettre mes hommes en Syrie, je vais juste bombarder. Et parce que je vais bombarder, parce que je ne veux pas que les Daesh, ils retournent chez moi en Russie, ils explosent chez moi. Voilà. Donc, c'est un grand soutien. Tout le monde a compris et vous êtes d'accord avec ça. Et moi, je voulais vous dire aussi, dans ce moment délicat, vous êtes un Syrien, votre pays est en guerre. Vous avez dit vous-même qu'il y a des Daesh à combattre encore. Pourquoi vous n'approuvez pas les élections de votre président? Pourquoi vous n'allez pas avec... vous unissez pas et vous ne combattrez pas ensemble contre les Daesh? Après, quand vous dites après X temps, vous ferez votre politique. Voilà, tout simplement, parce que je vais continuer. Je crois que je l'ai bien expliqué. Oui, mais je vais continuer quand même, parce qu'à aucun moment vous n'avez pas parlé des aspects humains, des réfugiés. Vous n'avez jamais dit
vous avez jamais mentionné comment ils ont été traités, voilà, inhumainement. Ils voulaient entrer en Europe, après ils ont été repatriés en Turquie, etc. Donc, c'est comme si l'humanité entière, même les politiciens, les Syriens, vous voyez pas tout ça. C'est votre peuple, c'est le peuple. Non, voilà, pour vous dire, je suis arménienne, c'est pour ça que ça me touche un petit peu. Et pour vous dire, pour la laïcité, les Arméniens, la famille, les connaissances, ils vivaient très bien en Syrie avant la guerre. Très très bien, pour vous dire. Voilà. Et merci pour votre réponse. Oui. Alors, je crois que j'ai bien expliqué comment normalement ça pourrait dérouler, en fait, où ça peut dérouler les choses pour arriver à ce gouvernement de transition, d'une union, de coalition entre tous les Syriens afin de combattre les djihadistes et les terroristes. Ça peut pas être avant, c'est impossible. C'est pour ça que je dis, il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ça ce que j'ai essayé de parler. Ça ne sert à rien. Demain, je pourrais partir, par exemple, je ne le ferai pas, bien sûr, mais supposons que je pourrais, pour faire alliance avec Assad ou le régime, ça servirait à quoi? À rien. À rien. Et les 300 000 morts, c'est niet, alors. Non, mais c'est pas ça. Alors, pour parler de la crise humanitaire en Syrie, qui vous a dit qui ne sont pas intéressés à cette crise humanitaire? Si c'était le cas, pourquoi nous sommes là, nous sommes en train de courir de Genève à n'importe où, pour tout simplement à Moscou, pour essayer d'arrêter cette effusion de sang syrien? Pourquoi? Vous croyez que nous sommes là juste pour jouer? Écoutez, l'opposition laïque est une opposition qui est très indépendante. Nous n'avons pas de soutien financier. Ce n'est pas le cas de HCN. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper entre les deux. Nous sommes très indépendants et on fait ça par nous-mêmes. Et nous demandons à personne. Alors oui, nous courons dans toutes les villes. Ça ne fait pas très plaisir de prendre l'avion tous les 2 jours et partir et ne pas dormir aussi, juste pour parler de la crise syrienne, pour avancer les choses. Parce qu'il faut arrêter cette guerre. Mais pour arrêter cette guerre, il faut comprendre comment. Et c'est pour cette raison que je vous ai parlé de la solution politique. Parce que je pense à ces Syriens. Je pense à ces familles. Je pense à ces réfugiés. Et je pense aussi à la sécurité du monde. Aussi, parce que nous vivons, à ce jour, nous vivons ici. Et aussi la sécurité de l'Europe nous intéresse beaucoup. Et nous faisons tout pour empêcher ces djihadistes, ces terroristes de revenir en France. C'est pour cette raison que je dis il faut être ferme. Oui, pour moi, c'est une guerre sans pitié. Voilà. Je crois que... C'est bon, j'ai terminé parce que là... S'il vous plaît. Moi, j'aurais bien voulu revenir en arrière. Pardon, monsieur, j'ai pris la parole. Je voudrais revenir en arrière. Au printemps arabe, ces jeunes Syriens ont manifesté pacifiquement, et puis brusquement, les islamistes sont arrivés et ont pris ça en main, et on les a laissés faire. Et c'est le problème, ça a commencé comme ça. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on a laissé s'engouffrer ce mouvement islamiste? Alors, on est resté à ce moment-là. Il y a eu vraiment un moment où on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu les soutenir. N'oubliez pas que pour M. Renders, pour M. Fabius, c'était des héros. Voilà, c'était la réponse, tout à fait. C'était la politique erronée de l'Occident, malheureusement. Bon, s'il vous plaît, bon, je voudrais bien remercier Madame Randa Kassis pour tout ça. Et vous remercier tous d'avoir animé cette soirée avec vos questions qui sont pertinentes et qui sont intéressantes.
Et je crois que Randa est contente de cette soirée et j'espère on ne va pas la laisser traîner un peu avec des questions qui se répètent parce qu'elle a un long chemin, elle retourne à Paris pour prendre après l'avion pour Genève. Donc on va terminer ici en vous remerciant et en suivant les activités des centres pour ce qui vient après. Donc nous avons encore des choses et on va en parler de la Syrie dans un mois ici. Donc vous êtes les bienvenus et merci beaucoup pour vous tous. Je vous remercie pour votre présence, vos questions et j'espère à bientôt.